Taflitou de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, Zulfilaoun, bonsoir. Le 5 juillet 1962, il y a 62 années de cela, les Algériens fêtaient dans l'allégresse la libération de leur pays d'une occupation qui avait duré jour pour jour 132 longues années. Un grand nombre de leurs compatriotes avaient donné leur vie pour leur rendre leur dignité si longtemps bafouée. Ils étaient devenus des damnés de la terre, comme les nommait Frantz Fanon Rabbi Yerhamou, sur leur propre terre. Ils étaient les indigènes. Et même quand un tant soit peu de raisons avaient commencé à s'imposer à l'occupant, qui avait fini par comprendre qu'il ne pourrait pas garder ce pays s'il ne faisait des concessions majeures aux habitants originels de l'Algérie, il restait tout de même des sujets français, des sujets d'une république, des citoyens de seconde zone. En 1962, il y avait dans ce pays 9 millions d'habitants. Le million de pieds noirs avait rejoint la France. Aujourd'hui, nous sommes au moins 5 fois plus nombreux. En 1962, avec l'afflux massif de journalistes venus de partout pour couvrir cet événement majeur qu'a été l'indépendance algérienne, le monde entier a découvert du jour au lendemain quelles ont été les conditions de vie de l'écrasante majorité de la population autochtone. Dans quel état d'extrême pauvreté et de difficulté vivaient les Algériens. Mais les observateurs les plus avertis, qui savent voir ce qui se cache derrière les apparences, ont découvert avec émerveillement que ce peuple était resté intact, malgré tout ce qu'il avait subi, génération après génération, pendant si longtemps. Un peu comme ce diamant tombé dans la boue pendant des siècles et qui restait pur, translucide, que seule la lumière peut traverser. Mais autant les habitants des villes avaient-ils pu conserver un tant soit peu de commodité, disons, voire même leurs arts, leur mode de vie, souvent délicats et ancrés à de très vieilles souches culturelles. Autant les populations rurales, qui elles aussi avaient su s'amarrer à leurs traditions ancestrales et garder l'essentiel de leur mémoire collective, autant cependant, elles étaient presque retournées à un état primitif de la civilisation. C'était cela, le côté positif du colonialisme qu'on nous déclame depuis quelque temps. Tout ce qui a été réalisé dans ce pays, y compris tout ce qui a été réalisé dans ce pays par le colonialisme, y compris dans les centres-villes de toutes les agglomérations urbaines actuelles et les infrastructures routières qui les relient, l'a été par l'administration coloniale. Écoles, hôpitaux et toutes les infrastructures nécessaires à la population aux mêmes normes que la métropole. Mais tout cela, et y compris dans les gros bourgs, dans les grands villages, n'a été réalisé que pour la population européenne, avec un peu de marge pour les populations indigènes qui s'étaient agglomérées autour des quartiers européens. En plus d'une minorité de privilégiés et de gens, dont les statuts de fonctionnaires notamment, leur ouvraient quelques portes seulement. Dans l'arrière-pays, là où la population allait fournir le gros des troupes à la guerre de libération et le plus grand nombre de victimes, les gens vivaient dans des conditions infra-humaines. Ils n'avaient qu'un seul choix, s'ils réussissaient à passer les mailles du filet migratoire, s'expatrier dans la métropole
ou s'embarquer dans le train de l'exode rural vers les villes de l'intérieur pour tenter de trouver leur subsistance. Pour la majorité des gens qui n'avaient pas d'autre choix que de s'accrocher à leurs maigres possessions et dont les ancêtres avaient été refoulés par le colonialisme vers les terres les plus ingrates, où ne poussaient que la pierraille et le chardon, c'était une misère que l'on ne peut même pas imaginer aujourd'hui. Il faut l'avoir vue de ses propres yeux pour pouvoir y croire. Les gens étaient mangés par leur pouls. Ils allaient pieds nus. Ils étaient décharnés à un point où l'on voyait la morphologie de leur ossature. La mine ravagée, la bouche souvent édentée. Ils se nourrissaient de ce qu'ils pouvaient trouver, n'importe quoi, où la viande était très rare. Ils étaient presque tous souffrants de maladies d'un autre âge et mouraient relativement jeunes. C'est cela, c'est cette misère qui les avait pénétrés jusqu'à l'âme, qui a provoqué les énormes exodes ruraux successifs après l'indépendance, qui allait remodeler non seulement l'architecture sociologique et urbanistique des villes, mais ancrée dans les esprits, cette boulimie de pouvoir vivre enfin normalement, de passer au statut tant fantasmé de cette réussite sociale qui a besoin de s'étaler sur la place publique pour cautériser les vieilles blessures mémorielles. Le régime qui s'était emparé du pouvoir allait s'en servir, sans compter, pour anesthésier tout le monde et le conduire insensiblement vers l'abattoir de l'indignité. Nous pouvons dire aujourd'hui que cette misère endémique qui ravageait nos campagnes a été réduite, que même s'il reste des poches de grande misère, cela n'a plus rien à voir avec ce que nous avons connu, grâce notamment aux seules ressources naturelles. Oui, entre aujourd'hui et la grande misère d'avant l'indépendance, personne ne peut dire que nous n'avons pas franchi un océan de misère. Mais d'autres questions se posent. Néanmoins, sommes-nous restés ce peuple résilient et courageux que nous avons été? Avons-nous préservé toutes ces vertus qui nous caractérisaient? L'édito de Djemeldine Benchenouf.